15 décembre 2022, le port de Gdynia sur la côte baltique de la Pologne. Le président Andrzej Duda se tient sur le front de mer, entouré de généraux et de ministres, observant un cargo décharger 180 chars de combat flambant neufs en provenance de Corée du Sud. Valeur totale, plus d'1 milliard. 5 mois après la signature du contrat, les chars sont déjà là. Aucun fabricant occidental n'aurait pu livrer ne serait-ce que la moitié de ce nombre aussi rapidement. Mais pourquoi la Pologne a-t-elle choisi des machines coréennes plutôt que des Abrams ou des Léopards? La réponse commence 70 ans plus tôt, à l'autre bout de la planète, dans un pays qui n'existait pas encore en tant que puissance industrielle moderne. 25 juin 1950. Tôt le matin sur la péninsule coréenne, les forces nord-coréennes franchissent le 38e parallèle et lancent une invasion à grande échelle du sud. Des centaines de chars T-34 mènent l'assaut. Les mêmes machines soviétiques qui avaient écrasé les blindés du Troisième Reich à Koursk quelques années auparavant. La Corée du Sud ne possède pas un seul char. Son armée se compose d'infanterie équipée d'armes légères, totalement incapable d'arrêter un assaut blindé. En 3 jours, les chars nord-coréens enfoncent toutes les lignes de défense et foncent vers Séoul. La capitale tombe au bout de 72 heures. Le gouvernement fuit vers le sud, tandis que des centaines de milliers de civils abandonnent leur foyer. La Corée du Sud est au bord de l'anéantissement. Les Nations Unies votent l'envoi d'une force d'intervention sous commandement américain. Les États-Unis envoient en urgence tout ce qui est disponible depuis leur base au Japon, y compris des chars M24 Chaffee, des véhicules de reconnaissance légers conçus pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Chaffee n'a aucune chance face au T-34. Le char soviétique pèse 32 tonnes avec un canon de 76 mm. Le Chaffee pèse 18 tonnes avec un canon de 75 mm moins puissant. Lors des premiers affrontements, les obus américains rebondissent sur le blindage du T-34, tandis que les obus soviétiques transpercent le Chaffee. Les forces des Nations Unies sont repoussées dans un minuscule périmètre autour de Busan, à l'extrémité sud de la péninsule. La Corée du Sud se réduit à une seule province. Le débarquement amphibie à Incheon sous le commandement du général Douglas MacArthur en septembre 1950 renverse le cours des événements. Mais le conflit se prolonge pendant 3 années supplémentaires d'une brutalité terrible. Le 27 juillet 1953, les deux camps signent un armistice à Panmunjom. Pas un traité de paix, juste un cessez-le-feu. La Corée du Nord et la Corée du Sud restent techniquement en guerre à ce jour. La frontière entre elles, la zone démilitarisée, est devenue la ligne de séparation la plus fortifiée de la planète. Si cette histoire vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire pour dire quel char moderne mériterait son propre épisode. La Corée du Sud est sortie de la guerre avec une leçon traumatisante. Un pays qui avait failli disparaître parce qu'il n'avait pas de chars a juré de ne plus jamais permettre une telle vulnérabilité. Mais dans les années 1950 et 60, la Corée du Sud était l'une des nations les plus pauvres de la planète, avec un revenu par habitant inférieur à celui de nombreux pays africains. Construire des chars sur son propre sol était impensable. La seule option était de récupérer du matériel américain de seconde main, des véhicules obsolètes transmis au titre de l'aide militaire. Au début des années 70, la situation changea radicalement. Les services de renseignement sud-coréens rapportèrent au président Park Chung-hee que la Corée du Nord avait ouvert sa propre usine de chars et commencé la production sous licence de chars soviétiques T-62. Le T-62 était équipé d'un canon à âme lisse de 115 mm capable de percer le blindage de n'importe quel char occidental de cette époque, et sa propre protection pouvait résister à la plupart des munitions utilisées pendant la guerre de Corée. Cette nouvelle alarmante arriva au pire moment possible. Le président Richard Nixon annonça sa nouvelle doctrine de politique étrangère. Selon la doctrine Nixon, les États-Unis soutiendraient leurs alliés mais ne porteraient plus seuls le fardeau de leur défense. En pratique, cela signifiait le retrait des troupes américaines de Corée du Sud. La 7e division d'infanterie commença à quitter ses bases sur la péninsule. Le président Park lança des efforts désespérés pour obtenir des chars modernes M60A1, les machines qui constituaient l'épine dorsale des forces blindées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord en Europe. Washington refusa fermement chaque demande, invoquant une production limitée et la priorité des livraisons à ses propres forces. À la place, les Américains proposèrent un substitut,
Du Vietnam, où leur intervention touchait à sa fin, des cargaisons de chars Patton M48 d'occasion commencèrent à arriver en Corée. Les machines étaient encore poussiéreuses des champs de bataille d'Asie du Sud-Est. Après les réparations nécessaires, ils fonctionnaient, mais technologiquement, ils appartenaient aux années 1950. Les généraux sud-coréens les acceptèrent avec des sentiments mitigés. N'importe quel char valait mieux que pas de char du tout, mais des Patton de seconde main ne feraient jamais le poids face aux T-62 flambant neufs sortant de la chaîne de montage au nord. Le président Park comprit que compter sur l'aide américaine était une impasse. La seule vraie solution était de bâtir sa propre industrie de défense, capable de produire des chars modernes. Le problème était simple et colossal. La Corée du Sud n'avait aucune expérience dans la fabrication de véhicules blindés. Il n'y avait ni usine, ni ingénieurs formés, ni connaissances fondamentales sur la conception d'un char. Washington accepta d'envoyer un groupe d'ingénieurs coréens au centre de réparation de véhicules de l'armée en Alabama pour apprendre les bases de la production de défense. C'était un point de départ, mais rien de plus. En 1976, des photos satellites confirmèrent les pires craintes. L'usine de chars nord-coréenne était pleinement opérationnelle avec de nouveaux T-62 sortant de la chaîne pour les forces de Kim Il-sung. Le rapport atterrit sur le bureau du président Park et sa réaction fut immédiate. Il convoqua le président de l'un des plus grands conglomérats industriels sud-coréens et lui ordonna de construire une usine de chars. Cette réunion produisit une anecdote qui illustre parfaitement à quel point le pays n'était pas préparé. En coréen, les mots pour char et train se prononcent de manière presque identique. L'homme d'affaires repartit convaincu qu'on lui avait ordonné de construire une usine de locomotives. Sa secrétaire, présente lors de la réunion, corrigea le malentendu avant qu'il n'atteigne l'ascenseur. La Corée du Sud avait désormais besoin d'un partenaire technologique étranger. Le choix évident était Chrysler Defense, constructeur des chars américains. Mais lorsque les représentants coréens présentèrent leurs exigences, Chrysler proposa l'assemblage sous licence du M60A3, un modèle que les Américains eux-mêmes considéraient comme dépassé. Séoul rejeta l'offre et ouvrit secrètement des négociations avec l'Allemagne de l'Ouest. Krauss-Maffei, l'entreprise derrière le Léopard 1, se montra intéressée. Les deux parties négocièrent dans le plus grand secret, craignant que Washington ne bloque les transferts de technologies militaires allemandes vers l'Asie. Les services de renseignement américains découvrirent les pourparlers avec les Allemands presque immédiatement. En 1977, Chrysler fit volte-face et proposa quelque chose de bien plus attrayant. Le développement conjoint d'un nouveau char, construit autour de technologies issues du M1 Abrams, encore à l'état de prototype. Pour Séoul, c'était impossible à refuser. Le 1er décembre 1978, les deux parties signèrent un contrat pour 2 prototypes. Le projet fut baptisé ROKIT, abréviation de Republic of Korea Indigenous Tank. Le nom suggérait l'indépendance, mais le contrat racontait une toute autre histoire. Les Américains partagèrent un blindage composite avancé, identique à celui qui protégerait l'Abrams, mais classifièrent 44 composants critiques comme restreints. Les ingénieurs coréens n'avaient pas le droit d'y accéder. Toute exportation future nécessitait l'approbation de Washington et le versement de redevances à Chrysler. Pendant le développement conjoint, les ingénieurs des deux nations travaillaient dans les mêmes bureaux. Autour des fontaines à eau et des machines à café, les Américains partageaient des détails techniques allant au-delà du cadre officiel. Lorsque la direction de Chrysler découvrit ces fuites, elle fit construire un mur physique à l'intérieur du bureau, séparant les deux équipes. Les ingénieurs coréens se virent attribuer des itinéraires désignés à travers le bâtiment pour empêcher tout contact. Mais ces mesures arrivèrent trop tard. Les Coréens avaient absorbé suffisamment de connaissances pour comprendre comment mettre en place leur propre production et procéder à la rétro-ingénierie de la plupart des composants restreints. Les 2 prototypes furent envoyés au terrain d'essai d'Aberdeen dans le Maryland. Les tests produisirent des résultats désastreux. Le véhicule ne parvint pas à gravir une pente de 60 degrés. Le moteur prit feu lors d'un essai, forçant une évacuation immédiate. Par temps froid, les optiques de visée tremblaient de manière incontrôlable et le calculateur balistique planté sous les interférences électromagnétiques. Des mois de correction suivirent avant que General Dynamics, qui avait racheté Chrysler Defense en 1982, ne livre un prototype désigné PV1 accompagné de 1300 pages de documentation.
Les ingénieurs coréens trouvèrent les plans incomplets et insuffisants pour une fabrication indépendante. La Corée du Sud poursuivit malgré tout et construisit sa version désignée K1. La machine sortant de l'usine présentait une ressemblance frappante avec le plus imposant Abrams. Les soldats américains stationnés en Corée le surnommèrent immédiatement Baby Abrams. Le surnom avait une connotation condescendante, comme s'il décrivait une version jouée du vrai char. Les responsables coréens l'acceptèrent avec des sentiments mitigés. Le problème de fond était structurel. Près de 80% des composants étaient importés. Le moteur, la transmission, l'électronique et le blindage composite provenaient tous des États-Unis. La Corée avait assemblé un char fonctionnel, mais parmi les politiciens, les généraux et les ingénieurs, un consensus douloureux se formait. Beaucoup qualifiaient ouvertement le projet K1 d'humiliation nationale, arguant que cette machine n'existerait pas si la Corée du Sud possédait une technologie suffisante en propre. La dépendance envers les fournisseurs étrangers signifiait qu'en cas de conflit réel, les lignes d'approvisionnement pouvaient être coupées à tout moment. Pour une nation toujours techniquement en guerre avec son voisin du Nord, ce risque était inacceptable. Les plans pour un char de nouvelle génération durent attendre. Au début des années 1990, une récession frappa la Corée du Sud et l'armée refusa catégoriquement d'absorber des dépenses supplémentaires en période de coupe budgétaire. Puis en 1997, la crise financière asiatique balaya le continent et faillit détruire l'économie sud-coréenne. La monnaie nationale perdit la moitié de sa valeur en quelques semaines. De grandes entreprises s'effondrèrent du jour au lendemain. Le Fonds monétaire international intervint avec un plan de sauvetage d'urgence pour empêcher un effondrement économique total. Dans ces conditions, allouer des milliards à un nouveau véhicule blindé était hors de question. Mais dès que l'économie commença à se stabiliser, l'ambition revint. L'Agence pour le développement de la défense, l'équivalent sud-coréen de l'Agence américaine pour les projets de recherche avancée de défense, reçut une directive claire du gouvernement. Concevoir et construire un char de combat principal entièrement national qui ne devrait rien à aucune puissance étrangère. L'approche cette fois-ci fut fondamentalement différente de l'expérience du K1. Au lieu de lier le projet à un seul partenaire étranger pouvant dicter ses conditions et restreindre l'accès, les Coréens décidèrent de rassembler la meilleure expertise disponible à travers le monde et de la synthétiser en leur propre conception unique. L'agence constitua ce qui s'apparentait à une équipe de rêve de spécialistes internationaux du blindage. Des experts arrivèrent de Suède, de France, d'Israël et de Grande-Bretagne. Chacun anima des séminaires intensifs de 40 heures, partageant des décennies d'expérience en conception de chars, métallurgie, balistique et guerre électronique. Chaque session fut enregistrée et archivée, créant une base de connaissances dans laquelle les ingénieurs coréens puiseraient pendant des années. 7 chercheurs de l'agence furent envoyés en Grande-Bretagne pour des séjours d'1 an, au cours desquels ils étudièrent les dernières avancées en ingénierie des véhicules blindés dans des institutions liées à l'establishment de défense britannique. À leur retour en Corée du Sud, ces 7 chercheurs formèrent le noyau de l'équipe de conception de la nouvelle machine. Le développement officiel débuta en 1995 avec un budget de 230 millions de dollars répartis sur plus d'une décennie. L'armée coréenne définit clairement les exigences opérationnelles. L'objectif principal de conception n'était ni la puissance de feu brute, ni l'épaisseur maximale du blindage. Le char devait plutôt être optimisé pour la guerre en réseau et de manœuvre, capable de s'intégrer dans un champ de bataille numérique en temps réel où chaque véhicule, unité d'infanterie et poste de commandement partageaient instantanément les informations. La puissance de feu et la protection étaient importantes, mais secondaires par rapport à la connectivité et à la rapidité de prise de décision sur le terrain. Entre 2003 et 2007, 5 prototypes furent construits pour tester différentes technologies et configurations. Le prototype final fut dévoilé en mars 2007. 18 mois plus tard, en septembre 2008, l'administration du programme d'acquisition de la défense évalua le véhicule et le certifia prêt pour le service au combat. Le cycle de développement complet, de la recherche initiale à la certification, avait duré 13 ans. La responsabilité de la production échut à Hyundai Rotem, une filiale du groupe Hyundai Motor. Aux côtés de Hyundai Rotem se trouvaient Samsung Techwin et plusieurs autres grandes entreprises industrielles coréennes, formant un consortium réunissant certaines des plus grandes opérations de fabrication d'Asie.
Cet arrangement donna au programme Black Panther un avantage qu'aucun fabricant occidental de chars ne pouvait égaler. Des entreprises comme Hyundai et Samsung exploitaient d'énormes complexes industriels initialement construits pour la production de masse d'automobiles et d'électronique. Convertir une partie de cette capacité à la fabrication de défense signifiait que les cadences de production pouvaient largement dépasser tout ce qui était réalisable par les producteurs d'armements occidentaux spécialisés, qui exploitaient généralement des installations dédiées plus petites avec un débit limité. Le nom Black Panther fut choisi délibérément. La doctrine militaire coréenne exigeait un char aussi agile qu'une panthère, chassant à travers les forêts montagneuses, couvrant une grande partie de la péninsule coréenne. La vitesse et la maniabilité devaient rendre le véhicule aussi mortel que le prédateur dont il portait le nom. Le consortium entreprit de construire une machine combinant les meilleures caractéristiques du Leclerc français et du Léopard 2 allemand, mais assemblée entièrement à partir de technologies développées ou contrôlées par la Corée. Pour la première fois dans l'histoire du pays, chaque système critique serait conçu, testé et fabriqué sur le sol coréen ou, au minimum, produit sous pleine propriété coréenne de la propriété intellectuelle. Aucun gouvernement étranger ne détiendrait de droit de veto sur les exportations. Aucune redevance ne serait versée à des entreprises étrangères. Le Black Panther appartiendrait entièrement à la Corée du Sud. L'arme principale est un canon à âme lisse de 120 mm d'une longueur de tube de 55 calibres, désigné CN8. L'Agence pour le développement de la défense le conçut sur la base du Rheinmetall L55 allemand et la production fut confiée à Hyundai WIA. Le tube plus long donne au canon coréen un avantage sur le L44 monté sur toutes les versions de l'Abrams et sur les anciens Léopard 2. La longueur supplémentaire de plus d'1,30 m génère une pression plus élevée lors du tir, produisant une vitesse initiale supérieure et une meilleure pénétration du blindage à distance. Un système de chargement automatique inspiré du Leclerc français alimente la culasse en munitions. Les munitions sont stockées dans la nuque arrière de la tourelle et acheminées par un convoyeur à bande qui fonctionne même lorsque le char traverse un terrain accidenté, maintenant un rythme de 10 à 15 coups par minute. La capacité totale en munitions est de 40 coups, dont 16 dans le chargeur automatique mécanisé et 24 dans des compartiments séparés de la caisse. La munition la plus originale est la munition intelligente coréenne d'attaque par le toit, désignée KSTAM. Ce projectile guidé embarque son propre ensemble de capteurs et 4 ailettes stabilisatrices. Après le lancement, il suit une trajectoire haute, puis déploie un petit parachute en phase terminale pour ralentir sa descente, tandis que le système de guidage localise la cible en dessous. La charge militaire frappe par le haut à travers le blindage mince du toit, projetant un jet de charge creuse à l'intérieur. Contre n'importe quel char en service aujourd'hui, la surface supérieure est le point le plus faible, et le KSTAM exploite cette vulnérabilité avec précision. Le système de conduite de tir s'appuie sur une technologie de la firme française Thales, le reliant à des systèmes éprouvés sur le Leclerc. L'automatisation permet même à des soldats conscrits avec une formation limitée d'utiliser efficacement les armes. Une fois que le tireur désigne une cible, la tourelle et le canon la suivent automatiquement. L'équipage se compose de 3 personnes, un chef de char, un tireur et un pilote. Une interface spéciale permet un fonctionnement d'urgence par 2 personnes et dans des cas extrêmes, un seul soldat peut maintenir le véhicule en combat. Le moteur fut le composant le plus difficile à produire sur le sol national. Les 100 premiers chars reçurent le MTUM B883 KA500 allemand, un diesel 12 cylindres développant 1500 chevaux. Les ingénieurs coréens passèrent 7 ans à procéder à la rétro-ingénierie d'un équivalent national, le Doosan DV27K, également évalué à 1500 chevaux. Les performances étaient proches, mais pas identiques. L'accélération de 0 à 32 km/h prend environ 8 secondes avec le moteur coréen, contre 7 avec l'unité allemande. Toute la production ultérieure utilise le moteur Doosan, associé à une transmission automatique de fabrication nationale. Le groupe motopropulseur entraîne un véhicule de 55 tonnes à 70 km/h sur route et 50 en tout-terrain, avec une autonomie de 450 km.
Une turbine à gaz secondaire d'une puissance de 100 chevaux alimente tous les systèmes embarqués lorsque le diesel principal est à l'arrêt. L'équipage maintient une pleine capacité de combat tout en produisant un minimum de chaleur et de bruit, réduisant drastiquement les signatures thermiques et acoustiques dont dépendent les capteurs ennemis. La suspension combine des unités hydropneumatiques avec des barres de torsion alternant entre les galets de roulement. Ce système hybride permet aux pilotes de relever ou d'abaisser la caisse sur commande. Dans le terrain montagneux coréen, le char peut se tapir derrière une crête avec seulement la tourelle exposée ou élever le canon à des angles extrêmes normalement associés au mortier pour un tir indirect par-dessus les obstacles. La composition du blindage reste classifiée. Les estimations disponibles situent la protection frontale de la caisse entre 600 et 700 mm d'équivalent contre les pénétrateurs cinétiques et environ 950 mm contre les charges creuses. L'avant de la tourelle est plus lourdement protégé, évalué entre 1100 et 1300 mm contre les projectiles cinétiques et entre 1200 et 1500 contre les menaces à énergie chimique. Des panneaux d'évacuation dans le compartiment à munitions dirigent toute explosion interne vers l'extérieur, protégeant l'équipage des détonations catastrophiques qui sont devenues la sinistre signature des chars moins bien protégés dans les conflits récents. La Corée du Sud a également développé un système de protection active dédié. Un radar à 3 coordonnées et un imageur thermique détectent les missiles et obus entrants jusqu'à 150 mètres. L'ordinateur de bord calcule la trajectoire de la menace et une roquette interceptrice de 70 mm est lancée pour la détruire à 10 à 15 mètres de la caisse. La séquence complète, de la détection à l'interception, prend 0,2 à 0,3 de seconde, les intercepteurs atteignant Mach 2. L'armée coréenne prévoyait initialement d'acquérir 680 Black Panther. Ce nombre fut réduit à 390, puis de nouveau ramené à 297 sous la pression du budget de la défense. La raison en était le prix. Lorsque le char entra en service en 2014, chaque unité coûtait environ 8,5 millions de dollars, soit presque le double des 4 900 000 $ de son prédécesseur. Pourtant, sur le marché mondial, la machine coréenne était relativement abordable. Le Léopard 2 A7 allemand coûtait environ 15 millions par unité. Le Leclerc français revenait à environ 16 millions, l'Abrams américain s'élevait à environ 8 millions, mais s'accompagnait de restrictions sévères à l'exportation, limitant ce que les acheteurs pouvaient faire du véhicule après l'achat. La production avança par étapes. Le premier contrat couvrait 100 chars équipés de moteurs MTU allemands et de transmission Renk. Le 29 décembre 2014, un second contrat d'une valeur d'environ 820 millions de dollars fut signé avec le ministère de la Défense nationale pour 55 véhicules. Ceux-ci seraient les premiers à embarquer le groupe motopropulseur entièrement coréen. En 2023, la République de Corée comptait environ 225 Black Panthers en service actif. Puis vint l'accord qui remodela le marché mondial de la défense. Le 27 juillet 2022, la Pologne et la Corée du Sud signèrent un accord cadre portant sur 1000 chars K2 pour une valeur estimée à 15 milliards de dollars, l'un des plus importants contrats de véhicules blindés de l'histoire moderne. La première phase prévoyait la livraison rapide de 180 chars construits en Corée. La deuxième phase couvrait la production sous licence d'une variante modifiée désignée K2PL dans des usines polonaises exploitées par le conglomérat de défense du groupe Polska. La Pologne n'achèterait pas seulement des véhicules finis, mais les fabriquerait sur son propre sol, développant ainsi sa propre capacité industrielle au passage. Ce qui distinguait cet accord de toutes les alternatives occidentales, c'était la rapidité et la transparence. Les exportations d'Abrams américains étaient assorties de restrictions sur la maintenance, les modifications et la revente. L'Allemagne a passé des années à délibérer sur les transferts de Léopard 2, bloquant souvent pour des raisons politiques. La Corée du Sud n'a imposé aucune de ces barrières. Hyundai Rotem a offert un transfert technologique complet, une documentation exhaustive et un calendrier de livraison qu'aucun concurrent européen ou américain ne pouvait égaler. Le contrat a été signé fin juillet 2022. Le 15 décembre de cette même année, 180 chars roulaient hors d'un cargo au port de Gdynia. 5 mois entre la signature et la livraison de chars de combat lourds, expédiés à travers un océan. Les analystes de la défense ont qualifié cela de sans précédent. Aucun fabricant occidental n'avait démontré la capacité de produire et de livrer
un tel volume de blindés complexes dans un délai aussi compressé. L'infrastructure civile de production de masse que Hyundai, Samsung et leurs partenaires avaient construite au fil des décennies a prouvé sa valeur militaire avec un effet saisissant. En décembre 2025, les 180 chars du premier lot étaient tous opérationnels au sein de l'armée polonaise, avec des équipages formés et une intégration complète dans la structure de commandement national. La Pologne est passée d'un équipement vieillissant de l'ère soviétique à l'une des flottes de chars les plus avancées d'Europe en moins de 3 ans. Avec la commande totale de 1000 véhicules, elle est en passe de déployer la plus grande force moderne de chars de combat de l'Union européenne. Cette histoire couvre 75 ans. Elle commence avec une nation qui ne possédait aucun char et a failli cesser d'exister en 72 heures. Elle traverse des décennies de dépendance envers les surplus étrangers, une première tentative humiliante de production nationale, des crises financières qui menacent de mettre fin définitivement à l'effort et des années d'ingénierie discrète et déterminée. Elle aboutit à un pays qui exporte désormais des véhicules blindés de première ligne à un allié de l'OTAN situé à la frontière orientale de l'Alliance occidentale, à des conditions que les puissances de défense établies d'Amérique et d'Europe ne pouvaient pas ou ne voulaient pas offrir. La Corée du Sud a démontré qu'une nation prête à investir dans ses propres capacités, à absorber l'expertise de toutes les sources disponibles et à endurer des échecs répétés, peut passer du statut d'acheteur de matériel de seconde main à celui de producteur de machines qui rivalise au plus haut niveau de la technologie militaire mondiale. Si vous avez apprécié cette histoire, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos réflexions dans les commentaires. Chaque pouce en l'air et chaque abonnement nous aide à vous apporter davantage d'histoires sur les armes les plus remarquables jamais construites.